Bonjour, je m'appelle Jean-Benoît Gambé, je suis gérant de fonds d'investissement et aujourd'hui nous allons parler des labels. Cette vidéo est la première vidéo d'une série de 3. On va parler du label ISR, Investissement Socialement Responsable. Ensuite, dans une deuxième vidéo, on parlera du label Greenfin. Et dans une troisième vidéo, on parlera des différents labels, des avantages, des inconvénients de chaque label. Alors commençons par un petit jeu. Je vais te poser 3 questions et tu me diras, tu peux mettre en commentaire le nombre de bonnes réponses que tu as. Alors pour ce petit jeu, supposons que l'on classe tous les fonds ISR, donc investissement socialement responsable, et tous les fonds non ISR, et on va comparer leur composition. Première question, y a-t-il une différence entre la composition sectorielle entre les fonds ISR et les fonds non ISR? C'est-à-dire, est-ce que par exemple les fonds ISR sont surpondérés en banque et les fonds non ISR sont sous-pondérés en automobile? Eh bien la réponse est non. Il n'y a pas de différence en termes de secteur. L'exposition sectorielle est la même pour les fonds ISR que pour les fonds non ISR. Deuxième question. Prenons un secteur en particulier maintenant et regardons un petit peu la composition des titres dans chacun des secteurs. Y a-t-il une différence dans le choix des titres entre les fonds ISR et les fonds non ISR? Par exemple, si on prend le secteur bancaire, est-ce que BNP va être surpondéré dans les fonds ISR et sous-pondéré dans les fonds non ISR, ou le Crédit Agricole ou Société Générale? La réponse est non, il n'y a pas de différence. Chaque titre est à peu près pondéré de la même façon. Le choix des titres est donc le même. Troisième question, y a-t-il certaines sociétés qui n'apparaissent pas, des sociétés par exemple qui sont dans des secteurs controversés? Je pense par exemple à Philip Morris dans le secteur du tabac, ou je pense à Safran ou Airbus Finance dans les armes nucléaires, ou à Engie Energy Chile dans le secteur du charbon. Eh bien la réponse est non. Toutes ces sociétés-là apparaissent à la fois dans les fonds qui sont ISR et dans les fonds non ISR. Et là, tu vas me dire, mais pourquoi Jean-Benoît, pourquoi il n'y a pas de différence de composition dans les fonds ISR que dans les fonds non ISR? À quoi ça sert finalement le label ISR? Eh bien, c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Et pour ceux qui se posent la question où je suis allé trouver mes informations, je me base sur le rapport AMF de décembre 2020 qui s'appelle « Les approches extra-financières dans la gestion collective ». Je mets le lien dans la vidéo. C'est un document à peu près de 120 pages, j'ai tout lu et donc là je vous le résume dans cette vidéo. Donc de quoi on va parler? Dans une première partie, on va essayer d'expliquer pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de différence entre les fonds qui sont investissements socialement responsables et ceux qui ne le sont pas. Et dans une deuxième partie, je vais expliquer qu'est-ce qu'il faut pour avoir le label ISR. Et finalement, on va voir que même s'il n'y a pas de différence dans les portefeuilles des fonds ISR et non ISR, il y a quand même des avantages à être labellisé ISR ou à investir dans un fonds labellisé ISR, que c'est pas si simple d'être labellisé ISR et qu'il y a beaucoup de contraintes pour les gérants. Alors c'est parti, première partie. Pourquoi il n'y a pas de différence de composition entre les fonds ISR et les fonds non ISR? Eh bien tout ça, ça vient en fait de la façon dont sont construits les portefeuilles ISR. Donc quand une société de gestion décide d'avoir une politique à investissement socialement responsable, eh bien, la première partie, souvent, c'est qu'elle va faire des exclusions. La société de gestion va, par exemple, exclure le secteur de la pornographie, exclure le tabac, les jeux d'argent, l'exploitation de fourrure, le clonage, etc. Et d'ailleurs, juste une petite parenthèse sur l'exclusion, je conseille toujours aux sociétés de gestion de vraiment exclure en fonction de leur valeur. Je me souviens très bien avoir pitché un de mes fonds à la Française des Jeux, et ils m'avaient envoyé leur liste d'exclusion ESG. Eux, ils excluaient par exemple tous les jeux d'argent, car ils supposaient que les jeux d'argent étaient un vice. Pour la Française des Jeux, c'est quand même un petit peu le summum d'exclure les jeux d'argent. Mais bon, c'était juste une petite parenthèse. Et alors, est-ce que finalement les exclusions fonctionnent? En fait, la vérité, c'est que les sociétés de gestion, elles n'excluent pas vraiment, elles n'excluent aucun secteur, grosso modo, parce qu'elles vont toujours dire dans leur politique, nous ferons nos meilleurs moyens pour exclure le tabac. En général, nous nous efforcerons d'eux, mais vraiment, quand on regarde les politiques d'investissement, il n'y a pas d'exclusion. Les seules exclusions, c'est tous les États fiscalement avantageux comme les îles Caïmans et les paradis fiscaux. Là, ils sont exclus des fonds ISR, mais ils sont aussi exclus de tous les autres fonds non ISR. Et ensuite, il y a aussi tous les producteurs d'armes à sous-munitions et les mines antipersonnelles. Je ne sais pas si vous connaissez des producteurs de mines antipersonnelles. Personnellement, j'en connais pas, j'en ai jamais vu dans aucun des portefeuilles, et de toute façon, c'est exclu dans tous les portefeuilles.
Donc finalement, les fonds labellisés ISR n'excluent pas de thématiques. Une fois que la société de gestion a décidé ce qu'elle excluait ou ce qu'elle n'excluait pas, elle va ensuite noter, elle va prendre vraiment son univers d'investissement, elle va prendre tous les titres. Donc par exemple, imaginons qu'elle puisse investir dans toutes les sociétés qui sont cotées en Europe, elle va les lister, il y en aura 500, et ensuite elle va mettre une note à chacune de ces sociétés. Et donc, pour noter la société, elle va la noter sur 3 critères. Et donc là, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite il y a quelques temps sur les critères extra-financiers, où je détermine et je vais beaucoup plus en profondeur. Donc il y a 3 critères, les critères environnementaux, les critères sociaux et les critères de gouvernance. Donc par exemple, prenons ce petit exemple-là. On va essayer d'avoir la note. Donc pour avoir la note, on va avoir les 3 critères, environnement, social, gouvernance. Et pour l'environnement, la société de gestion va par exemple choisir les déchets recyclés et puis la consommation d'eau. Elle aurait pu en choisir plein d'autres. Pour le social, elle a choisi la formation professionnelle et les accidents de travail. Et ensuite, pour la gouvernance, elle a choisi les parités hommes-femmes et les amendes. Donc là, c'est vraiment le choix des critères. Une fois qu'elle a choisi tous les critères d'investissement, ensuite, elle va donner une note pour chacun des critères. Donc là, par exemple, si vous regardez les déchets recyclés, elle a mis la société à 5 sur 20. Dans la consommation d'eau, c'est 15 sur 20. La formation, 14. Les accidents du travail, 15. La parité homme-femme, 18. Et les amendes, 12. Une fois qu'elle a noté chacun des critères, elle va décider la pondération de ces critères au sein d'une même catégorie. Donc par exemple, pour l'environnement, elle va décider que son combat, c'est un peu plus la consommation d'eau, donc elle va le pondérer à 80% par rapport aux déchets où c'est pondéré qu'à 20%. Pour le social, elle va pondérer la formation à 50% et les actions du travail à 50%, et dans cet exemple, pour la gouvernance, on pondère à 90% la parité homme-femme, parce que pour la société de gestion, c'est vraiment là-dessus qu'elle veut mettre l'accent dans sa politique d'investissement socialement responsable, alors que les amendes, elle va dire que c'est que 10%. Et donc maintenant, elle a une note par thème, donc une note pour environnement, pour social et pour gouvernance, et maintenant elle va pondérer chacun de ces thèmes. Donc là, elle va dire par exemple, l'environnement, c'est que 10% de la note totale, le social, c'est 20%, et ensuite, elle va considérer que la gouvernance est très important et donc elle va le pondérer à 70%. Et enfin, elle calcule et ce qui nous donne cette note-là. Ce qu'on peut noter tout de suite, c'est qu'en fait, il y aurait pu avoir une note complètement différente si on avait changé la pondération, si on avait par exemple décidé, si la société de gestion s'était dit non mais moi mon combat c'est l'environnement et donc je mets 80% sur l'environnement et que 10% sur la gouvernance. Pareil, si on avait changé les critères, par exemple dans l'environnement, on aurait pu choisir le critère de l'énergie et des gaz à effet de serre, et la note aurait été complètement différente. Ou alors dans le social, on aurait pu regarder l'emploi des handicapés ou la différence des salaires entre les hommes et les femmes. C'est assez amusant de regarder la différence de notation qu'un même titre peut avoir au sein de différentes sociétés de gestion. Je vous mets l'exemple de Facebook, qui a été noté par les 3 plus grosses agences de notation extra-financière, qui sont FTSE Russell, MSCI et Sustainabilities. Et vous voyez par exemple que à la deuxième ligne, ce sont les notations environnementales des 3 agences de notation extra-financière. Et vous voyez par exemple que Sustainabilities, qui est le point bleu clair, met une note de 0 en environnemental à Facebook, alors que MSCI met une note de 98 sur l'environnement. Pareil, si vous regardez le social, Sustainabilities dit que le social chez Facebook c'est 10%, alors que MSCI met une note autour de 80. Et donc ça, c'est vraiment lié aux critères qui sont choisis dans l'environnement et dans le social, en fonction de ce que regardent les agences. Si vous regardez la note globale, vous voyez que le bleu clair, qui est la note MSCI, elle est vraiment mauvaise finalement, elle est à 20 sur 100. Même si l'environnement est à 100 et que la gouvernance est à 50, ça montre finalement que MSCI surpondère le social par rapport à l'environnement. On peut regarder un autre exemple, c'est Walmart. Et là, on voit que Sustainabilities, les points bleu clair, notent très mal Walmart comparé à FTSE, les points très foncés, qui sont très bien notés en termes de social, de gouvernance et d'environnement. Et donc la note finale de Walmart est pratiquement à 100 sur 100 pour FTSE et elle est à moins de 20 pour Sustainabilities. Donc on récapitule. Pour la notation ESG des fonds qui se disent investissement socialement responsable, on fait l'exclusion et ensuite on fait une notation. Mais ensuite, il y a l'utilisation de cette notation. Et l'utilisation de cette notation varie aussi très fortement d'un fonds à l'autre. Pour certaines, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lister l'ensemble des sociétés qui sont notées et en fait, on va enlever par exemple 20% des moins bonnes. Et là, on ne va garder que 80% des sociétés qui sont le mieux notées. Et les gérants ne pourront investir que dans les 80%. Mais il y a d'autres sociétés qui ne fonctionnent pas comme ça et qui disent
non, en fait, on peut investir dans toutes les sociétés, mais il faut que la notation moyenne d'un fonds qui se dit investissement socialement responsable soit meilleure que l'univers total. Et donc là, ça veut dire qu'un fonds qui est en investissement socialement responsable pourrait investir dans des actions qui sont notées 0, à condition d'investir dans des actions qui sont très bien notées. Voilà, donc ça c'est la fin de la première partie qui explique pourquoi finalement il n'y a aucune différence entre les fonds ISR et les fonds non ISR. C'est parce qu'en fait les fonds ISR n'excluent pas, et ensuite les notations varient énormément d'une société de gestion à un autre, et donc en final quand on compare les fonds ISR des fonds non ISR, il n'y a pas de différence. Dans cette deuxième partie, on va parler du label ISR. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les critères d'éligibilité pour ce label? Alors, pour ça, je me base sur le référentiel du label ISR. C'est une sorte de cahier des charges du label qu'il faut respecter pour être labellisé. Ça fait à peu près une 50aine de pages, c'est tout à fait accessible, et finalement, là, je vais vous le résumer dans cette vidéo. L'objectif du label ISR, initialement, qui a été créé en 2016 par le ministère des Finances, c'était en fait de flécher la part des investissements des particuliers vers des fonds qui se disent socialement responsables. Donc ça partait finalement, et ça part d'une bonne intention. Aujourd'hui, c'est le plus populaire, mais c'est également le moins contraignant des labels. Alors, c'est le plus populaire parce qu'aujourd'hui, il y aura bientôt 200 milliards sous gestion gérés dans le label ISR, avec plus de 350 fonds. Si on compare par exemple à un autre label Greenfin, qui est aussi un label d'État, lui, le label Greenfin, il n'a que 50 fonds. Donc 50 par rapport à 350, la différence est énorme. Et donc maintenant, voyons pourquoi il est moins contraignant. Eh bien, pour être labellisé, le label n'exclut aucun secteur. C'est-à-dire que vous pouvez être labellisé et investir dans tous les secteurs. Vous pourriez avoir un fonds qui se dit Vice, le vice, par exemple investir que dans du tabac, que dans la pornographie, que dans le charbon, etc. et être labellisé ISR. Il n'y a aucun problème, tant que vous prenez en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans ces sociétés-là. Le label est aussi complètement agnostique sur les critères à prendre en compte. Il ne vous dit pas du tout qu'il faut prendre l'eau et les déchets plutôt que de prendre les émissions de gaz à effet de serre. Donc il est complètement agnostique sur les critères, et il est aussi complètement agnostique sur la méthode de notation. C'est vous qui allez pondérer vous-même les sociétés de gestion, quand je dis vous, qui vont pondérer elles-mêmes les choix. C'est la société de gestion finalement qui décide ce qui est bon et ce qui est mauvais. Alors il y a quand même quelques contraintes, il y a deux grandes contraintes. La première contrainte, c'est qu'il faut au moins que 90% des investissements faits par le fonds soient notés et une note ESG. On pourrait dire que c'est presque le minimum, on s'attendrait peut-être à 100%, mais non. Donc là, ça veut dire qu'il peut y avoir 10% du fonds qui n'ait aucune note ou il n'y ait aucune note. Le deuxième critère, c'est sur la composition du portefeuille. Il y a deux choix. Soit la société exclut 20% des notations les moins bonnes, ou soit il faut prouver que le fonds, la notation du fonds, la notation ESG du fonds, soit 20% meilleure que la notation du benchmark. Donc par exemple, je vais prendre les 100 sociétés dans lesquelles j'ai investi, je vais prendre leurs 100 notes, je vais faire une moyenne pondérée, je vais trouver par exemple une note de 14 sur 20. Si je prends par exemple la notation de tout mon univers, des 2000 sociétés que j'ai dans mon univers, si par exemple la note est aussi de 14%, je ne suis pas éligible. Il faut qu'elle soit 20% au-dessus, donc à peu près il faut que le fonds ISR ait une note de 16 comparée à une note de 14 pour mon univers. Et c'est un petit peu, ce sont les deux seuls vraiment critères qui sont contraignants en termes de gestion de portefeuille. Pour être labellisé ISR, il faut évidemment respecter les critères que je viens de dire, mais il y a aussi plein d'autres choix. Et donc, dans le référentiel du label, il y a 6 différents piliers. Il y a 6 choses que la société de gestion doit faire pour pouvoir être labellisée. Le premier pilier, par exemple, c'est qu'elle doit expliquer un petit peu sa démarche. Elle doit expliquer ce sur quoi elle se concentre. Est-ce qu'elle se concentre plus sur l'environnement? Est-ce qu'elle se concentre plus sur le social, sur la gouvernance? Elle doit présenter ça d'une manière très claire. L'investisseur potentiel doit pouvoir comprendre quel est son combat. Le deuxième pilier, c'est comment elle fait pour noter. C'est-à-dire, est-ce qu'elle note avec beaucoup de critères extra-financiers? Est-ce qu'elle en prend juste 10 en compte? Est-ce qu'elle en prend 50 en compte? Elle doit vraiment expliquer au labellisateur qui va labelliser le fonds comment elle prend en compte cette notation. Et elle peut, si elle le fait en interne, elle doit expliquer qui va le faire. Est-ce qu'il va y avoir des analystes ESG? Si elle le fait en externe, elle doit par exemple expliquer quelle sera l'agence de notation externe qui sera utilisée. Le troisième pilier, c'est sur la construction du portefeuille. Elle doit expliquer, une fois qu'elle a toutes ces notes, comment elle va construire ses portefeuilles. Par exemple, est-ce qu'elle prend la méthode d'exclure 20%, mais elle peut aussi décider d'exclure 30% ou d'exclure 50%. Il y a plein d'autres méthodes.
possible. Le quatrième pilier, c'est sur la politique d'engagement du fonds. Pour être labellisé, le fonds doit expliquer très clairement sa politique de vote. C'est-à-dire que les sociétés de gestion sont souvent amenées à voter dans les assemblées générales si elles ont des participations dans les boîtes. Et là, elles doivent expliquer comment elles vont voter et sur quelles décisions elles vont prendre en fonction des différents votes. Le cinquième pilier, c'est sur la transparence. Elle doit être le plus transparente possible sur tout ce que je viens de dire, et souvent, c'est absolument pas le cas, parce que en fait, il est très difficile. Vous n'aurez jamais finalement les différents critères qui sont pris pour les sociétés de gestion. Vous n'aurez jamais le modèle, à savoir si, par exemple, l'environnement il est 20%, et le social c'est 30%, et la gouvernance c'est 50%. Mais il faut quand même que, le label, en tout cas, pousse les sociétés à être le plus transparentes possible. Et le sixième, c'est qu'elle doit mettre dans son rapport annuel tous les ans, elle doit présenter un critère et elle doit lui présenter la note. Et là encore, c'est vraiment le minimum du minimum, c'est-à-dire que, par exemple, vous prenez l'égalité homme-femme et vous agrégez l'égalité homme-femme de tout votre portefeuille et vous devez le rendre présent. Et donc, pour être labellisé, il suffit juste d'en montrer un et c'est suffisant. Donc finalement, on a bien vu dans cette vidéo que le label ISR, le label investissement socialement responsable, ne sert à rien, qu'il peut être très facilement greenwashé, que finalement, les fonds qui sont labellisés ISR et les fonds qui ne sont pas labellisés ISR, ce sont les mêmes. On peut avoir des fonds labellisés ISR tout en investissant dans des secteurs qui sont très mauvais pour la planète, par exemple, ou très mauvais socialement. Par exemple, le fonds pourrait être labellisé ISR, mais avoir des disparités de salaire complètement monstrueuses si lui, il dit qu'il ne s'occupe que de la planète. Si par exemple, il y a une mixité totale et que le fonds dit « moi, je me concentre que sur la mixité entre les hommes et les femmes », eh bien, ça suffirait, par exemple, pour être labellisé ISR. Donc, quand vous regardez un fonds qui est labellisé ISR, faites vraiment très attention. Regardez, essayez de comprendre quels sont les combats de la société de gestion et essayez de comprendre un petit peu l'ADN de la société de gestion pour voir si elle est en accord avec vos propres valeurs. Ceci étant dit, c'est que ça sert quand même beaucoup de choses, le label ISR. Parce que finalement, c'est toujours bien de faire prendre conscience aux gérants de prendre en compte les critères environnementaux, les critères sociaux, les critères de gouvernance, les critères extra-financiers dans son ensemble. Donc, quitte à investir dans un fonds, essayez de privilégier quand même le fonds labellisé ISR parce que la société de gestion essaie de faire des progrès, elle essaie de mettre en place certaines choses. Les mentalités commencent à changer et demain, finalement, probablement, il n'y aura que des fonds qui sont labellisés ISR, ou en tout cas, dans la réglementation, ça sera le minimum. Mais il y aura aussi d'autres labels qui sont plus contraignants. Il y a par exemple le label Greenfin qui est beaucoup plus contraignant et dont je parlerai dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube. Dès que j'aurai 100 abonnés, ça va me débloquer plein de fonctionnalités géniales sur ma chaîne et donc j'attends cela avec impatience. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, à bientôt.